les femmes sont confrontées à de nombreuses discriminations dans leur parcours de soins. Des discriminations qui ont un impact direct sur leur état de santé. Même les dents. Les dents, moi, il me manque toutes les dents du bas, il me les manque. Je n'ai pas les moyens de me payer des implants. Ce sont les femmes qui portent la société, sans se plaindre. Alors, on ne veut pas voir leur douleur, de peur que tout s'effondre. Mais il n'y a pas que le genre et la race qui influent sur la prise en charge médicale. Le milieu socio-économique joue beaucoup et la pauvreté est sans doute le principal frein à une vie en bonne santé. Et qui sont les personnes précaires? Dans leur majorité, des femmes. On va le voir en quelques chiffres. Les femmes sont à la tête de 85% des familles monoparentales. Et l'INSEE nous apprend qu'un tiers de ces familles vit sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 1 430 € pour une femme élevant seule un enfant. Elles représentent également 70% des travailleurs et travailleuses pauvres. Cela s'explique par le recours plus fort au temps partiel chez les femmes, mais aussi parce qu'elles sont plus représentées dans ce qu'on appelle les métiers du care. Ces métiers essentiels au bon fonctionnement de la société, mais qui sont souvent dévalués, mal payés. Elles sont femmes de ménage, aides-soignantes, assistantes maternelles, caissières dans les supermarchés. Des métiers pénibles. Elles sont confrontées au port de charges lourdes, les enfants, les malades dont il faut s'occuper. Elles sont exposées aux produits toxiques pour nettoyer. Elles sont exposées aux troubles musculo-squelettiques, ces raideurs et douleurs que l'on sent quand on fait des tâches répétitives. Et pourtant, ces facteurs de pénibilité sont très mal pris en compte par la société. Et en 2017, c'est bien avant la réforme des retraites de cette année, les ordonnances Macron, déjà lui, ont retiré 4 facteurs de pénibilité qui permettent de prendre une retraite anticipée. Je vous les cite. L'exposition aux produits toxiques, la manutention manuelle de charge, l'exposition aux vibrations et les postures pénibles. Ça ne vous rappelle rien? On dirait bien les conditions de travail des femmes de ménage et des aides-soignantes. La société donc, prend moins bien en charge les maladies professionnelles des femmes, ce qui les pousse parfois à ralentir, à moins travailler à cause de ce corps endolori et donc à gagner moins d'argent et à s'enfoncer encore plus dans cette spirale de la précarité. Et cette précarité, c'est vraiment un frein au moment de consulter un professionnel de santé, car comment faire quand on n'a pas d'argent et qu'on vit dans un désert médical? Yasmine Cherfi, que l'on voit ici, est médiatrice de santé dans les quartiers nord à Marseille. Elle travaille pour l'association 7. C'est une association qui a été créée pendant la période du Covid. Elle permet de porter la santé, les soins aux habitants au plus proche, là où ils habitent, dans les quartiers. Donc Yasmine Cherfi m'a expliqué pourquoi et comment certaines femmes pouvaient renoncer à des soins, comme par exemple le frottis, le test de dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un examen qui pourtant est remboursé à 100% par la sécurité sociale. On l'écoute. Je vais vous parler d'un exemple concret au quartier, là dans le 16e, à Saint-André. Il y a un gynéco qui est parti, ça fait un petit moment. Elle est partie en retraite, elle n'est pas remplacée. Donc ça crée un problème pour faire des frottis ou pour faire une échographie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres médecins. Où est-ce qu'il faudrait qu'elles aillent pour... Il faudrait qu'elles prennent rendez-vous à l'hôpital et souvent c'est long ou elles n'ont pas envie parce que c'est à l'hôpital. Prendre le bus, le métro pour aller à l'hôpital, c'est compliqué pour elles. Des fois, elles sont seules avec des enfants, il n'y a personne pour garder les enfants.
Voilà, donc souvent, c'est vraiment beaucoup de... Les femmes que je côtoie dans ce dispositif, souvent elles me disent, quand un médecin est parti, il n'est pas remplacé, moi je ne peux pas y aller en ville, c'est trop loin, les rendez-vous sont trop longs. Voilà, et voilà. Donc quand on me donne rendez-vous, on me dit je téléphone, je prends un rendez-vous. Le rendez-vous, il est dans 3 mois, 4 mois pour faire un simple frottis. Pour moi, je laisse tomber. Voilà. Est-ce que l'aspect financier peut jouer aussi pour ça? Énormément. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai pris des rendez-vous chez une sage-femme pour des frottis. J'avais une 40aine de femmes pour des frottis. C'est des femmes qu'il fallait faire des frottis assez rapidement parce que ça fait longtemps qu'ils sont éloignés de tout ça. Et on s'est aperçu que la consultation, il fallait la payer, il fallait avancer l'argent. C'était 39 € la consultation, plus 41 € ou un truc comme ça pour le labo. Donc j'ai des dames qui m'ont appelé et m'ont dit « Je suis désolée, je ne peux pas aller à ce rendez-vous pour le frottis parce que je ne peux pas payer. Moi, avec cet argent, je vais remplir le frigo pour mes enfants. » Parce que pourtant, c'est une somme qui va être remboursée plus tard. Oui, mais il faut l'avancer. Elle, en fait, c'est le fait d'avancer les 36 €. C'est pas possible pour elle. Pas de gynécologue dans les quartiers, pas de gynécologue non plus en milieu rural. En France, dans 13 départements sur 100, il n'y a aucun praticien spécialisé en gynécologie médicale. Ce chiffre est issu d'un rapport du Sénat qui traite des inégalités de santé entre hommes et femmes en milieu rural. Alors pour parler de ces questions d'accès aux soins, je vous propose d'en parler avec 2 Marseillaises, Wardia Tilit et Farida Eloudi Chaibi. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Alors, j'allume vos micros. Voilà, vous allez devoir vous le partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Alors, Wardia, Farida, vous êtes tous les 2 nés à Marseille, dans le bidonville de l'Estac, dans lequel vous avez vécu jusqu'en 1993. C'est ça. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez accédé à un logement plus décent. Alors, vos parents, Wardia, sont originaires du Maroc. Non, de Kabylie. De Kabylie. D'Algérie. Pardon. Oh là là. Bon, c'est pareil, hein. C'est le Maghreb. Erreur dans la prise de notes. Non, c'est pas pareil. Et Farida, de Tunisie, je dis pas de bêtises? Oui, je suis d'origine tunisienne, oui. Voilà. Vous avez 60 et 64 ans. Oui, bientôt c'est mon anniversaire. Est-ce qu'on le dit en avance? Est-ce qu'on peut le dire en avance? Oui, c'est le 3 octobre. Allez, joyeux anniversaire, le 3 octobre. Pas encore, hein. Alors, les présentations étant faites, Farida, pour commencer, je voudrais que vous me racontiez une anecdote que vous avez partagée quand on s'est rencontrés cet été. C'est un peu votre première rencontre avec le système de santé français, et c'était quand vous étiez toute petite pour la vaccination du BCG. Comment ça s'est passé? Oui. Donc, on habitait dans les bidonvilles à l'Estac, à la rue Pasteur. C'est cette tâche qu'il y avait au milieu entre mer et colline. Et donc, avec mon père, il fallait faire le BCG. Donc, on est 9 enfants. Hein. Voilà. Et mon père, il nous traînait, on va dire qu'on marchait. Il fallait marcher jusqu'au... Comment ça s'appelle? À Saint-André. Il y avait le centre médical là-bas pour aller faire le BCG. Et en avant, on dirait le coq avec ses poussins. Ouais. Il nous emmenait là, jusqu'à là-bas là, pour faire le BCG. Là-bas, la polio, c'est le truc de la polio que ça faisait mal. Voilà, on était obligé de traverser tout ça. À pied. À pied. Hein. Donc déjà... il n'y avait pas de car, il y avait pas, et même s'il y avait le car, il va payer le car pour tout le monde. On est 9 enfants. Hein. On n'a pas de sous. Hein. Il n'y avait pas. Hein. Mon père travaillait à l'usine. Hein, et depuis cette époque, c'était quand même il y a quelques années. Oui. Ça... Quand même, ça se voit. Ça se voit pas. Non. C'était il y a quelques années et pourtant, c'est toujours difficile aujourd'hui d'accéder à des médecins, des gynécologues
On entendait Yasmine le dire tout à l'heure. Wardia, peut-être, est-ce que c'est facile aujourd'hui de consulter un professionnel de santé quand on habite les quartiers nord de Marseille? Non. Alors, comme elle disait Jasmine, c'est vrai que la dernière gynéco qu'on avait, elle était à Saint-Henri et elle est partie en retraite. Donc, elle est partie et elle n'a pas été remplacée. En fait, nous, on habite à l'Estac, mais quand on dit l'Estac, bon, tous les gens croient que l'Estac, c'est... Voilà, c'est vrai, c'est un petit port, c'est sympa, nanani, nanana. Mais il y a la misère des quartiers nord, puisqu'on est dans les quartiers nord. Et nous, on est très mal desservis par tout ce qui est centres médicaux, tout ça. On a dentistes et tout. On n'a rien. On n'a rien et c'est très, pour nous... Moi, par exemple, je vous donne juste un exemple. Je viens d'être à la retraite. J'ai une petite retraite de 1 000 euros. J'ai travaillé toute ma vie, hein, j'ai 1 000 euros. Et... en ce moment-là, actuellement, je ne peux pas me permettre d'aller chez l'ophtalmo pour me payer une paire de lunettes. Et en principe, je devrais la changer là. J'aurais dû la changer, mais bon, je la garde, elle est rayée, tout ça, je la garde encore parce que je n'ai pas les moyens. Avec ma petite mutuelle que j'ai, ils me rembourseraient très mal. Donc, j'attends encore un peu de mettre un peu d'argent de côté. Et moi, voilà. Donc, moi, c'est surtout pour tout ce qui est médecine, c'est vrai qu'on n'a rien. Vous arrivez à prendre des rendez-vous quand même? On arrive à prendre des rendez-vous, mais comme disait Jasmine, il faut attendre 7 mois, 6 mois. Moi, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo, j'ai rendez-vous en décembre. J'ai le temps encore de baisser mon niveau de vue. Et décembre. Et du coup, c'est vrai que nous, on a eu la chance, pendant la pandémie, de rencontrer cette association 7 qui est venue dans nos quartiers pour faire nos tests, les tests pour le Covid. Parce que franchement, on était tous atteints du Covid, on ne le savait pas. Et ils sont arrivés avec... Bon, donc nous, on voyait tout ce qu'on nous disait à la télé, quoi. On disait que le Covid, attention, il ne faut pas sortir, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais on ne savait pas si on avait le Covid ou pas. Donc du coup, l'association 7, ils sont venus dans les quartiers et ils ont testé les gens. Donc en leur disant, bon, vous avez le Covid, faites attention. Là. Bon, ils nous donnaient le protocole à suivre. Mais sinon, on aurait été à l'abandon, hein, même pour les tests. Hein. Après les tests, il fallait les faire en pharmacie. En pharmacie, il y avait des queues. Ah, mais vous ne pouvez pas le faire avant 1 semaine. Avant 1 semaine, on avait le temps de crever, là. Et du coup, franchement, il y a plein de choses comme voilà, la gynéco, moi, ça fait... j'ai honte de le dire, ça fait 6 ans que je n'ai pas été voir un gynéco. Parce que, voilà, il n'y a pas de rendez-vous. On donne des rendez-vous à très, très loin. Après, on oublie... Et est-ce que vous avez déjà renoncé à des soins? On a parlé des lunettes tout à l'heure, mais à cause de l'argent, justement. Ben ouais, déjà, pour mes lunettes, c'est de l'argent. Oui. Hein. Ça, il n'y a pas que ça, il y a tout. Hein. Même les dents. Les dents, moi, il me manque toutes les dents du bas, il me les manque. Je n'ai pas les moyens de me payer des implants ou des... Voilà, et moi, ils me disent de mettre des implants. Les implants, mais les implants, ça coûte une blinde, quoi. Il faut être milliardaire. Farida, peut-être, votre... Je dis, moi, j'ai perdu mes dents quand j'ai accouché ma fille Sabrina. On perd les dents. J'ai galéré, ça coûte cher quand même. Hein. Je dirais que l'appareil, il faisait 800 €, mais 800 € peut-être c'est rien pour certains. Et je payais petit à petit, hein. Mais c'était beaucoup. Et une fois, ce qui m'est arrivé, c'était le drame, c'est que quand je lavais mon appareil, je l'ai mis dans le sopalin, je l'ai mis là, en faisant le ménage. Mais je sais pas, à un moment, je l'ai posé, je l'ai jeté. Je suis restée sans dents. Va acheter notre... je suis restée comme ça. Hein. Pendant combien de temps vous êtes restée sans dentier? Pendant un bon moment. Hein. Après, ma fille, elle est dans le médical, elle est ostéopathe, tout ça et tout. Moi, je n'ose pas dire aux enfants, viens, tu me donnes tout ça et tout. Hein. Jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, vous me dites le nom de ton gynécologue, je dis je n'ai pas. Voilà. J'ai rencontré l'association 7, c'est eux qui font les examens. Alhamdoulilah, je vais bien, ils m'ont fait là, tout ça, voilà. Hein. Mais c'est vrai, on va taper à nos enfants et dire viens, maintenant un gynécologue ou un truc. Non, on ne peut pas. Hein. Et pourtant, vous alliez chez le médecin pour vos enfants, j'imagine. Est-ce que... J'allais chez le médecin pour mes enfants, mais voilà. Et pourquoi après, pas pour vous? Parce qu'il y a aussi quand on a un médecin en face, en fait, c'est vous lui dites qu'est-ce que vous avez, c'est vous qui lui dites qu'est-ce qu'il faut écrire sur l'ordonnance.
Hein, ils ne prennent pas le temps, je ne sais pas, on dirait que c'est à la chaîne. Allez, vas-y, vas-y. Et je suis là, je suis malade. Voilà. Oh, mais vous avez quoi, Madame Chaibi? Ah bon, voilà, elle fait chier. Dans ta tête, tu te dis, écoute, je vais lui dire, écris-moi des Doliprane, écris-moi le sirop, je tousse. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Hein? Fais-moi une prise de sang, fais-moi ci, faites-moi le machin. C'est toujours pressé, mais prends le temps. Tu es payé, non? Donc c'est compliqué d'avoir des rendez-vous et quand vous les avez, vous vous sentez pas vraiment écouté. Moi, j'ai l'angoisse d'aller chez le médecin parce que comme il va te recevoir, même si le médecin, ça fait longtemps que je l'ai, eh ben, il ne te reçoit pas. Voilà. C'est pour ça. Laisse tomber. Oui, voilà, vous disiez, voilà, on va chez le médecin pour les enfants et nous, on se délaisse. Voilà. Pourquoi? Laisse-moi parler. Donc, c'est vrai que nos enfants, c'est la priorité. Dès qu'ils toussent, allez, on va chez le médecin, tout ça. C'est vrai que nous, on se soigne avec les médicaments de grand-mère. Voilà, on a tout, on prend du miel, de l'huile d'olive, on se soigne comme ça. Mais les enfants, c'est la priorité. Dès qu'ils sont malades, dès qu'ils ont une carie, dès qu'ils ont machin, eux, on ne regarde pas la dépense. Mais nous, c'est vrai nous, on essaye de se soigner, mais voilà, on n'arrive pas à trouver des médecins qui nous suivent. Parce que, par exemple, moi, je vois, quand on va chez notre médecin de famille, en fait, le médecin de famille, tout est sur l'ordinateur. Donc, quand on arrive, oui, alors, ouais, on dit qu'on est malade et tout ça. Donc, il regarde l'ancienne ordonnance et il vous prescrit exactement la même chose. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Et en fait, c'est à la chaîne. Les gens, ils passent à la chaîne et tout. Il n'y a pas d'écoute. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. C'est vrai que quand même, on est soigné, on a une bonne sécu, on n'a pas à se plaindre. Malgré qu'on n'a pas de dents et qu'on n'a pas de lunettes. Alors, l'association... Alors, l'association 7 dont on parle a mis en place des bus médicaux qui sillonnent, un bus médical qui sillonne les quartiers nord pour permettre en fait, de rendre accessible un certain nombre de soins aux habitants des quartiers. Et les femmes peuvent notamment y faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors ce genre d'initiative, ça se développe pas mal en ce moment en France. Vous connaissez peut-être le bus du cœur des femmes. C'est un bus qui sillonne les campagnes pour faire de la prévention des maladies cardiovasculaires et faire un bilan complet à destination des femmes. Wardia, je voulais finir, moi, peut-être pas finir. Voilà. Non, c'était pour justement parler d'association 7. On aura l'occasion d'en reparler dans le débat. Justement, après. je vais leur dire que je les remercie parce que c'est eux qui interviennent et après on découvre des personnes quand même qui sont touchées et on peut les guérir maintenant. S'ils ne passent pas par là, voilà, ils sont pris à temps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie, mademoiselle. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues témoigner ce soir. Les femmes sont éduquées à prendre soin des autres, de leurs maris, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, leurs aînés. Quel que soit leur milieu social, on l'a dit, elles sont proches des médecins puisqu'elles y emmènent leurs enfants. Elles sont aussi réceptives aux messages de prévention. Une vie de femme, c'est souvent une vie à prendre soin des autres, au risque d'oublier de prendre soin de sa propre santé. Alors, pourquoi ne prend-on pas mieux en charge la santé de ces femmes? Le docteur Jean-Philippe Estrade, le gynécologue spécialiste de l'endométriose, a sa petite idée. Il m'a dit: ce sont les femmes qui portent la société, sans se plaindre. Alors, on ne veut pas voir leur douleur, de peur que tout s'effondre.